Bonjour, moi, c'est Mariam. Ça fait 1 an que je suis alternante au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et j'ai remarqué quelque chose. Quand je parle de mon travail autour de moi, il y a souvent 1 ou 2 regards un peu confus. Et j'ai vite compris que c'est à cause de certains termes que j'utilise, que mes amis ne comprennent pas, que moi non plus je ne comprenais pas avant d'arriver au ministère, et que je ne suis toujours pas sûre de bien comprendre. Avec l'équipe de Sources Diplomatiques, on est parti de ce constat, et on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de démystifier un peu tout ça. L'idée, c'est que j'aille à la rencontre de celles et ceux qui connaissent parfaitement ces termes, qui sauront me les expliquer, et surtout me faire découvrir tout ce qui se cache derrière. Bienvenue dans Les Mots, une série de Sources Diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Si je vous dis le mot chiffre par exemple, ça vous fait penser à quoi ? J'ai fait un petit tour sur internet et je suis tombée sur ce genre d'extrait. Le chiffre, c'est un mot mystérieux et pour les diplomates, ce n'est pas un personnage de James Bond. L'histoire de la diplomatie française et de ses secrets se trouve ici derrière ces murs ultra sécurisés. Le chiffreur est un personnage donc particulier, mais qui a gardé cette aura de manipuler des messages secrets. Bon, c'est secret, c'est mystérieux, c'est caché. Bref, c'est pas très clair. On va essayer d'expliquer ça simplement. Le chiffre, c'est un service spécial du ministère consacré à la correspondance en langage crypté. En gros, c'est coder le contenu d'un message afin que seul le destinataire puisse en prendre connaissance. Les gens qui y travaillent s'appellent les chiffreurs et comme leur nom l'indique, ils s'occupent de chiffrer et de déchiffrer les messages. Vous voyez dans les films d'espionnage cette salle obscure avec des écrans partout et des gens devant leur ordi avec leur casque vissé sur les oreilles ? Bah c'est eux, plus ou moins. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Depuis sa création, le service a bien évolué, notamment sur les techniques de chiffrement. Aujourd'hui, c'est purement informatique, alors qu'à l'époque, c'était un métier manuel avec tout un tas de machines qu'il fallait opérer. Pour en savoir plus, je suis allée à la rencontre de Jean-Luc Rivière, chiffreur depuis plus de 30 ans. Bonjour, c'est bien vous Jean-Luc ? Bonjour, oui, tout à fait. On m'a dit de venir vous voir pour que vous m'expliquiez un peu ce que c'est le chiffre. Si ça ne vous dérange pas, vous avez un petit instant ? Ça sera avec plaisir, mais c'est un sujet quand même assez vaste. Quand je vois Jean-Luc arriver, je me dis que je suis obligée de vous faire une petite présentation du personnage. Alors la première chose qu'on remarque chez lui, c'est sa longue barbe blanche. Ça et ses grosses lunettes carrées, qui laissent voir un regard vif et chaleureux. Quand il commence à parler, je comprends tout de suite qu'il a 1001 histoires à raconter, et surtout qu'il a hâte de les raconter. En fait, il me fait un peu penser au Père Noël. C'est ça, Jean-Luc, c'est un peu le Père Noël du chiffre. Est-ce que c'est possible d'expliquer le chiffre en une phrase ? Alors on va essayer. Le chiffre, c'est tout simplement permettre de transmettre des informations que des gens qui intercepteraient cette information ne seraient pas capables de lire et d'en prendre connaissance de manière claire. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant que je sais ce que c'est le chiffre, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble la vie d'un chiffreur. Qu'est-ce que c'est le chiffre ? On ne sait pas très bien. Ce sont des gens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils chiffrent, etc. Si bien d'ailleurs qu'au Quai d'Orsay, on se retrouvait avec pratiquement pendant un moment le qualificatif de secte, et même de secte troglodyte, puisque vous avez remarqué, nous sommes sous les jardins du ministre, pour des raisons de sécurité. Voilà, ça c'est la vision, on va dire, réductrice du chiffre. Ensuite, on va pouvoir peut-être développer en fonction des questions que vous aurez à me poser. En l'occurrence, ici, nous rentrons dans le cœur du chiffre, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire le centre enterré. Est-ce que c'est comparable à un bunker ? C'est un bunker, d'ailleurs, des gens nous appellent ça, dans certains cas, le bunker, nous appellent, enfin, tous les noms sont, on va dire, sont adaptés ou inadaptés pour cet endroit. La crypte, pendant un moment, on appelait ça aussi la crypte. C'est pour ça que je vous dis, on était une secte un peu bizarre, bon. Mais vous inquiétez pas, hein, personne ne va vous faire de mal. Allez-y.
l'époque, nous avions énormément d'outils qui étaient électromécaniques, donc qui rayonnaient et qui pouvaient éventuellement transmettre par le biais des courants électriques des signaux. Il ne faut pas oublier qu'en plus, à l'époque, on avait encore le rideau de fer et qu'on a l'ambassade de Pologne qui est à 200 mètres. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais frapper, je vais aller voir les collègues là. Bonjour, Jean-Luc, ça va? Au courant ou pas? Oui. C'est une vraie salle d'avant secret ici. D'ailleurs, à un moment tout à l'heure... Ce que je trouve un peu bizarre, c'est les écrans sur les murs et les choses qu'il y a dessus. Ah bah là, c'est moderne, hein. Et puis vous voyez le nombre d'écrans. Voilà, donc si vous voulez, on va pouvoir aller s'installer ailleurs, parce que là, en effet, dans ce couloir, on n'est peut-être pas très à l'aise. C'est voilà. vrai, allons-y. J'ai toujours aimé la technique. Je faisais beaucoup donc de mécanique, auto, moto, je bricolais, enfin ça, j'ai toujours aimé ça. Et puis je suis tombé sur ce concours. À l'époque, évidemment, on n'avait pas Internet, personne ne savait ce que c'était. Moi, je le savais. Je l'ai su un peu par hasard parce que justement, j'avais un oncle qui était dans la maison. Et qui m'a dit, mais tu veux faire de la technique? Mais écoute, le chiffre, c'est fait pour toi, hein. Tu feras de la technique et puis tu pourras partir à l'étranger, enfin voilà. Donc, j'ai passé le concours et une fois rentré, eh bien, j'ai suivi en fait toutes les formations qu'il y avait au chiffre. Déjà savoir un petit peu comment fonctionne le chiffre, qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on devait chiffrer, qu'est-ce qu'on devait faire. Les moyens de transmission de l'époque qui pouvaient être soit par téléx, soit par radio, suivant le type de poste. Et donc, bah, j'ai appris tout ça. J'ai appris la technique au sens réparation des matériels, c'est-à-dire, par exemple, la radio, quand on avait un émetteur qui tombait en panne, fallait le réparer, hein, parce qu'on n'avait pas de secours. Avant de partir en poste, en l'occurrence à Noy, mon premier poste, on avait eu des formations extrêmement complètes sur la radio. C'était le moyen indispensable, hein, pour communiquer. À l'époque, quand j'étais au Vietnam, le téléphone ne fonctionnait pas. Et donc j'étais le seul lien. Même pour communiquer avec le consulat à Saigon, c'était obligatoirement par radio. Est-ce que tu peux m'envoyer tel type de médicament, ci et ça, parce qu'il y a des choses qu'on trouvait à Saigon et qu'on trouvait pas, ou alors tant de paquets de couches pour le gamin, taille numéro tant, eh ben ça passait par le chiffre, ça passait par la radio. Donc le lien c'était la radio. Il y avait plus de radio, il y avait plus rien qui fonctionnait, hein. Donc oui, c'était un métier. Le jour où ça tombait en panne parce que la foudre était tombée sur l'ambassade ou autre chose, là, oui, ça devenait quand même assez sérieux. Et puis on était livré, si j'ose dire, à nous-mêmes. Fallait se débrouiller. C'est pareil, j'avais pas de téléphone sur Jakarta, qui était ma station régionale. On était livré à nous-mêmes, tout simplement. Le chiffreur, c'était vraiment déjà celui qui connaissait les secrets, puisque ce que l'ambassadeur lisait, le chiffreur l'avait vu avant. Mais surtout, si quelque chose tombait en panne, le chiffreur, il était vraiment indispensable. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver dans des pays, à l'époque où on n'avait pas encore toute cette évolution technique, de me retrouver dans des situations scabreuses où, puis ça tombe toujours au bon moment, hein. Un vendredi soir, veille de deuxième tour présidentiel, j'étais au Laos, donc ça devait être 95 pour Chirac, pouf, le récepteur tombe en panne. J'arrive dans le bureau, de la fumée partout, par terre, comme dans un nightclub, hein, 20 cm de fumée par terre. Il y avait un condensateur qui avait claqué, mais au Laos, on trouvait rien. Donc, je me suis vite dépêché d'aller chez les Chinois qui vendaient 2-3 trucs et tout. J'ai rien trouvé. J'ai dit à l'ambassadeur, écoutez, pour les résultats, ça va être compliqué. Il n'y avait pas à l'époque toutes les chaînes satellites, il y avait rien, hein, il y avait rien. Et puis finalement, je me suis souvenu, l'ambassade était une ambassade coloniale avec énormément de pièces, de recoins, et comme il y avait eu les militaires, ils avaient laissé plein de matériel. Et j'ai réussi à remplacer un condensateur qui devait normalement faire la taille, on va dire, même pas d'un abricot. Je l'ai remplacé par un condensateur des années 60 qui faisait la taille d'une bouteille d'1,5 litre. Et donc il était en dehors et c'est reparti. Et je suis allé voir l'ambassadeur en disant ça marche. Ah, et tout le monde était émerveillé. Il fallait que ça marche. Il fallait dans tous les cas que ça marche. On n'avait pas le droit à l'erreur. Jacques Chirac, élu président de la République.
22e président de la République française. Quand on dit que le chiffrement n'a pas fonctionné, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas un problème de chiffrement, c'est un problème d'opérateur. Actuellement, je pense que on prend énormément de précautions, et déjà à l'époque, on prend énormément de précautions sur les moyens de chiffrement, sur les moyens de protection, dans tous les domaines. Par exemple, sur les bandes aléatoires, à l'époque, on tirait des traits au marqueur, comme ça on savait que si les gens les déroulaient, ils pourraient jamais les renrouler, ça laisserait une trace, etc., etc. En revanche, le facteur humain, on n'a jamais été capable de le contrôler. Comme je vous disais tout à l'heure, on passe des habilitations. Après, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui aurait, n'est-ce pas, des mauvaises intentions. À tous les niveaux, au Quai d'Orsay ou voire même chez nous, au chiffre, on a eu un individu qui en effet était passé du côté obscur de la force, pour dire les choses comme ça. Bon, on s'en est rendu compte. Oui, dans ce cas-là, c'est très difficile. Mais là, c'est pas spécialement le chiffre. Non, là, ça devient de l'espionnage, ça devient de la compromission. Mais je pense qu'il faut surtout avoir ça à l'esprit. Le chiffre, ce sont des matériels qui doivent être maintenus dans les meilleures conditions de sécurité. Mais en parallèle, si derrière vous avez des agents qui ne font pas le boulot et qui ne sont pas fiables, vous pourrez chiffrer ce que vous voulez, ça ne servira à rien. Nous avons une fois été piégés par les Russes à l'époque soviétique. Il faut préciser que tout notre matériel de chiffrement passait en valise accompagnée, scellé évidemment avec les scellés diplomatiques. Le convoyeur allait jusqu'au pied de l'avion, vous voyez les caisses rentrer dans l'avion avec les sacs, et puis à l'arrivée, essayer d'arriver également au pied de l'avion pour récupérer, voir que les sacs étaient débarqués normalement. Alors c'est ce qui se passait à Moscou, sauf qu'il y avait un tout petit moment où en définitive on perdait de vue les sacs parce qu'on n'avait pas le droit de se promener comme ça. Enfin le convoyeur ne pouvait pas rester avec les sacs. Et on s'est rendu compte, heureusement, relativement rapidement, les Russes apprenaient des choses qui étaient quand même très confidentielles et qui sortaient de notre ambassade à Moscou. Et en vérifiant les derniers matériels qui étaient arrivés, on s'est rendu compte qu'ils avaient eu le temps d'ouvrir un sac par le bas, donc de le découdre, de sortir du matériel, de changer et d'intervertir le condensateur général du moteur en mettant quelque chose qui était légèrement plus petit mais qui faisait la même valeur, donc le moteur tournait toujours, et derrière de mettre un récepteur qui permettait ensuite d'envoyer sur le courant, donc le 220, d'envoyer les informations qui passaient dans le téléimprimeur. Voilà. Aux Russes, du coup, ça partait sur l'électricité russe et puis ils avaient les informations. Donc là ça a été réglé, évidemment le matériel est reparti à Paris. Et le matériel, je l'ai vu dans des services un peu spécialisés, oui, c'est ingénieux et ça a été fait très très rapidement. Je pense qu'on n'avait pas imaginé que c'était faisable par qui que ce soit, aussi bien nous que les Russes. C'était une vraie performance, probablement un travail d'équipe extrêmement fourni et voilà, ça s'est fait. Si vous voulez, maintenant, le problème, c'est plus de craquer le code. Nous avons en fait maintenant des équipes d'ingénieurs. Le recrutement, d'ailleurs, se fait à très haut niveau. Il y a d'une part des concours d'État, n'est-ce pas, d'attacher des systèmes d'information et de communication, mais en parallèle également, nous recrutons beaucoup d'ingénieurs pour développer nos moyens, pour toujours évoluer et être au-delà de ce que des hackers pourraient nous faire. Depuis quelque temps, et je pense en particulier à la guerre en Ukraine, nous subissons, j'entends le monde occidental en général, énormément d'attaques, beaucoup plus encore qu'avant, mais qui peuvent venir pas nécessairement et spécifiquement des Russes, mais de partout. Tout le monde est actif, tout le monde essaye de piéger l'autre en face, ce qui est, si j'ose dire, la moindre des choses. Donc effectivement, on se retrouve avec beaucoup de monde qui est là pour bloquer toutes ces attaques et être capable d'y parer au mieux. Est-ce qu'on pourrait pas aller regarder les machines dont vous parlez depuis tout à l'heure ? On va y aller. Parce que c'est vrai que j'ai quand même du mal avec les noms, les Telex, je sais plus, je saurais voilà. même pas. Alors c'est vrai que on va vous ouvrir une pièce qui est, on va dire, pas un rebut, ça serait un vilain mot, mais un lieu d'entreposage, qui nous sert en effet à stocker quelques machines.
le téléimprimeur Siemens. C'est d'ailleurs le même que celui qu'on s'est fait pirater à Moscou. Extrêmement bruyant. Donc c'est un téléimprimeur. C'était vraiment, si vous aviez ça dans votre bureau, voilà. Donc ça c'est un lecteur, c'est-à-dire une fois que la T100, c'est ça le T100? Ah, c'est ça le T100. Comme je disais tout à l'heure, 10 000 caractères, mémoire de 10 000 TM30. caractères. Mais même le nom de vos machines ont l'air codés. C'est fou. Oui, Et là-bas, je vois écrit ce dont vous parliez tout à l'heure, valise diplomatique. et ben voilà, alors quand on a des matériels qui se déplacent comme ça, soit on les met dans des grands sacs, soit à la limite on les enveloppe directement avec vous voyez, cet emballage un petit peu comme on fait maintenant pour les palettes de supermarché, et après on colle bien de tous les côtés des autocollants spéciaux de la valise diplomatique. On se débrouille également pour mettre des scellés de manière à ce que ça ne puisse pas être arraché par des personnes qui voudraient on va dire enfreindre pénétrer dans nos matériels, et ensuite c'est transporté uniquement par valise diplomatique accompagnée. En une phrase, l'art du chiffre, c'est de protéger le secret de la diplomatie. Le travail des chiffreurs, c'est de préserver la confidentialité des informations qui circulent entre les agents. Mais le chiffre a ses limites, notamment lorsqu'il faut transmettre des gros documents ou des objets matériels. Pour ça, les agents doivent faire appel à un autre service, celui de la valise diplomatique, que vous allez découvrir dans le prochain épisode.